Eh bien, bonjour Hassan Cher, merci d'être toujours fidèle quand on vous sollicite. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de plusieurs sujets et le premier, c'est l'accord de défense entre la France et Djibouti, qui est un peu le serpent de mer, parce que je n'ai Mhm. aucune information sur une signature et pourtant la France fait tout pour essayer de le faire signer. À votre avis, où est-ce qu'on en est? Oui, bonjour Jean-Luchal. En fait, cet accord, on sait qu'il y a eu au mois de mai, le mois passé de cette année, une rencontre en France entre des membres du gouvernement de Djibouti et du gouvernement français qui devaient examiner la signature de cet accord pour l'année prochaine. Et, et pour la France, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et Oui, des armées. ils ont, Oui, ils ont reçu avec le ministre de la Défense français leurs homologues comme des chefs d'État pratiquement. Il y a une revue de troupes, il y a la photo officielle. On sent que la France avait mis les petits plats dans les grands. exactement. Oui, oui. Donc, en fait, cet accord, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On sait bien que ça a commencé depuis l'indépendance en 77 et ça a été signé dans sa nouvelle forme. Il a été signé en 2011. Et voilà, on s'attend à ce qu'en 2024, l'accord de défense avec la France soit renouvelé. Mais il y a beaucoup de doutes que cet accord soit renouvelé en fait. Et même s'il est renouvelé, je crois qu'on n'aura pas qu'un seul accord de défense à Djibouti. Il y aura pas qu'un, Djibouti n'aura pas un accord de défense avec la France simplement. Il se peut qu'il y ait aussi un autre accord de défense avec la Chine, ce qui permettra à Guélé de jouer sur ça en fait. Ou bien l'accord de défense avec la France ne sera pas renouvelé, mais s'il est renouvelé, il sera jumelé par un accord de défense avec la Chine qui a déjà été signé d'après ce que je comprends en 2017. On y Oui. reviendra, mais il y a autre chose aussi qui montre que la France n'est plus le bienvenu à Djibouti en fait, comme on l'a vu dans d'autres pays de l'Afrique française, de la colonie française. De plus en plus, il y a une rumeur qu'on fait passer dans la ville comme quoi la France est en train de mettre en jeu la souveraineté de Djibouti. Donc c'est une manière de soulever la France, de préparer la population à se soulever contre de préparer la population djiboutienne à se soulever contre la France. C'est ce qu'elle a découvert en Niger et partout dernièrement, brusquement comme ça. Mais là, à Djibouti aussi, ça se prépare cette idée. Il y a la propagande utilisée est surtout parce qu'à Djibouti, on n'a pas de matières premières. La France n'a pas exploité des matières premières. On n'en a pas à Djibouti pour l'instant. Donc, et la seule chose que le régime djiboutien utilise maintenant pour préparer la population contre la France, c'est la souveraineté en fait, en prétextant que la France prépare la marine éthiopienne pour l'installer sur le territoire djiboutien. Et c'est vrai, c'est la France qui forme la marine éthiopienne, un pays enclavé qui n'a pas de mer. Donc, le régime djiboutien fait circuler dans la population. Il y a des réunions avec des sages djiboutiens, avec des personnalités coutumières, tout ça ces derniers temps. Et on leur a ordonné de faire circuler dans la ville que la France est en train de mettre en danger la souveraineté djiboutienne parce que la D'accord. France veut installer à Djibouti la marine éthiopienne. C'est ça, en fait. C'est ce qu'ils essayent de faire comprendre à la population. Donc, Moi, je crois qu'il y a. d'après mes analyses, il y a aussi une pomme de discorde qui est la base du héron, que les Chinois aimeraient Exactement. bien récupérer et que Guélé voudrait donner aux Chinois et que les Français ne veulent pas lâcher. Moi, je crois qu'il les a déjà donnés. En fait, ça fait partie de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé en 2017 entre Guélé et la Chine. Cette base fait partie de ça, d'après ce qu'on a découvert dernièrement, en fait. Le port, l'ancien port, le BAID, tout ça font partie de cet accord de partenariat Bon, stratégique qui a été signé entre la Chine et Djibouti.
en 2017. Alors, il y a aussi les Américains à Djibouti. Alors, moi, je comprends Guélé d'une certaine façon. A-t-il besoin de la France pour le défendre alors qu'il a les Américains et les Chinois sur son territoire? En fait, ça passe pas bien aussi avec les Américains. Ah bon? Non, ça se passe pas bien avec les Américains et ces derniers. Il y a aussi un risque que ça dégénère entre les Américains et les Chinois à Djibouti. IOG fait tout pour créer une tension entre les Chinois et les États-Unis d'Amérique. Donc, Sa vieille il a devise diviser pour régner. Sa vieille exactement, méthode. exactement. Voilà, en fait, il a mis, en quelque sorte, c'est comme s'il a remis la gestion du pays aux Chinois. Domaine renseignement et sécurité, c'est les Chinois qui gèrent actuellement à Djibouti. Ce n'est plus les forces djiboutiennes qui gèrent ça. C'est des experts chinois qui gèrent tout ça et c'est géré à partir de Shanghai, en fait. Oui. Et sur le terrain aussi, on a des experts chinois qui sont présents et c'est eux qui surveillent tout ce qui est renseignement électronique et tout ça. Donc, euh, Gale fait tout. Gale fait tout pour avoir la protection. En fait, son objectif, c'est de créer, pour rester au pouvoir, il doit créer une tension, il doit toujours chercher à tourner le regard international ailleurs. En fait, avant, c'était la Somalie qu'il avait déstabilisé et qu'il contribuait à aider des organisations terroristes. Il aidait là-bas des organisations terroristes. C'est Djibouti qui aidait des organisations terroristes. On en a parlé. Il y avait cette saisie d'armes en 2011. Qui a été fait au mois de mai, je crois, 2011, des camions qui sont partis de Djibouti, qui amenaient des armes à Al-Shabaab. Et de plus en plus, je crois que les Occidentaux ont aujourd'hui des preuves concrètes qui pourra amener Ismaël Omar devant des tribunaux internationaux. Donc, là, hier c'était la Somalie, le Yémen aussi, Djibouti était impliqué dans la guerre du Yémen. Les Saoudiens ont des preuves dans la main. Ils ont saisi des gens qui transportaient des armes et qui ont prouvé aux Saoudiens que c'était Djibouti qui les a remis. Ils ont désigné même des officiers de l'armée djiboutienne. Donc, il y a tous les éléments qui démontrent qu'il a contribué à la déstabilisation de la région. Tout ça est fini. Maintenant, tout le monde a compris ces jeux. Maintenant, il doit commencer à faire tourner les regards ailleurs. Il essaye de créer une tension entre les Chinois et les Américains. Et en créant une tension sur les Bab el-Mandeb, le détroit de Bab el-Mandeb. On va en parler après, si vous voulez bien. Déjà, vous avez publié une lettre qu'on a reprise sur notre site, disant qu'il y a 14 milliards de dollars, et c'est pas le détail, qui sont passés vers Guélé. Où est cet argent, à votre avis? Cet argent, il se trouve dans des offshore, internationaux ou des paradis de comptes offshore ou des paradis fiscaux dans le monde. C'est 14 milliards. De cacher 14 milliards de dollars, de les faire échapper au fisc djiboutien, au trésor public. En tout cas, cet argent n'est jamais passé dans le système financier djiboutien. Il n'a jamais passé à la Banque nationale. Il n'est jamais passé au ministère des Finances. Cet argent n'est jamais passé là, en fait. Parce que à Djibouti, rien ne se cache. À tout moment, on peut le savoir et d'une manière ou d'une autre, ça allait sortir. Mais on a tout fait pour savoir si elle est passée par là, mais il n'y a aucune trace de cet argent dans le système djiboutien. En fait, c'est que ça veut dire que cet argent a été versé dans une compte ouvert au niveau international, dans des banques internationales. Vous avez des preuves que cet argent a été versé? Parce que c'est pas le détail. Non, en fait, ce qui prouve, c'est pas, nous n'avons pas de détails qui prouvent ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui concordants qui confirment dans ce sens, parce qu'on s'est demandé comment le PAID a été remis, pourquoi les ports internationaux de Djibouti, qui employait plus de 600 personnes, qui faisait une recette un chiffre d'affaires de 11 milliards, qui faisait un bénéfice de 1 à 2 milliards à l'État djiboutien, pourquoi ce port a été remis aux Chinois? On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé.
En plus, c'était un élément important pour l'économie de l'Éthiopie, qui est un pays dont nous dépendons beaucoup pour notre économie. Et, et notre sécurité alimentaire aussi, pas économique simplement, mais sécurité économique et alimentaire aussi. Donc, on s'est demandé comment ça se fait que les Chinois puissent transformer un port de plaisance un port qui rapporte autant d'argent à l'État djiboutien. Donc, au fil du temps, on a découvert que ce port n'était pas, l'objectif n'était pas de transformer en port de plaisance, mais plutôt un port qui sera un port qui va qui sera utilisé par la marine chinoise en fait. C'est un port militaire. Oui, c'est un port militaire donc qui va accueillir des bateaux de guerre comme de gros bateaux de guerre comme parce que ce port il a une profondeur de 20 mètres. C'est un port qui peut accueillir toutes sortes de bateaux de guerre comme le grand porte-avions américain et il y en a déjà eu des bateaux dans le temps il y a les bateaux je veux dire les porte-avions américains, français, tout ont accosté dans ces ports. Donc c'est un port qui peut accueillir des sous-marins de grande puissance, des porte-avions. Donc en fait c'est un port qui remplit le genre de port que les Chinois voulaient en fait avoir en Afrique de l'Est dans cette région. Donc là, il y a déjà cette information que nous avons eue. De l'autre côté, il y a une information qui est venue de la Russie. C'est le professeur Andrei Vrolov, qui est un docteur en histoire et qui est conseiller aux affaires stratégiques et internationales au ministère des Affaires étrangères chinois, qui a publié une information dans un journal officiel chinois, plutôt russe, qui s'appelle Versia. Et il a publié dans ce journal en fait que Djibouti, la Chine a acheté en fait, la Chine a acheté sa présence à Djibouti en versant 14 milliards à coût de 14 milliards de dollars. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que cette acquisition du port, puisqu'elle a eu lieu, est en échange du paiement des dettes que l'État djiboutien ne pouvait pas rembourser? Non, je pense pas parce que Djibouti peut facilement rembourser la dette chinoise. Il suffit que facilement, vous y allez fort, non? Non, facilement parce que pourquoi je dis facilement au lieu de céder le port entièrement et de le transformer en port militaire, on pouvait céder la gestion du port aux Chinois simplement. Pourquoi le transformer en port militaire alors que en l'exploitant comme il était, ça pouvait facilement payer la dette chinoise. Oui, mais vous le dites, ils vont le transformer en port militaire, mais il y a bien des marchandises qui doivent arriver à Djibouti. Elles vont arriver ailleurs, elles vont arriver dans le nouveau port de Doralé. Exactement, le port de Doralé, les importateurs, les pays voisins seront obligés d'utiliser les ports de Doralé et les ports chinois. Il y a un port chinois. Les Chinois ont construit à côté de leur base militaire un autre port en fait. Et les Français, les Américains, tous ces gens-là seront obligés d'utiliser ces ports chinois. D'accord. Donc, bon, alors, maintenant, on va parler du détroit de Bab el-Mandeb, qui est quand même un détroit stratégique, puisque c'est par là que passe, on dit 10% du commerce mondial, et probablement plus lorsqu'on ne juge que les hydrocarbures, le pétrole. À votre avis, il y a un risque de conflit là? Il y a une forte risque de conflit. Donc, comme on connaît, il y a la tension qui s'est fait grandissante de plus en plus chaque jour au détroit de Formose entre Taïwan et la Chine. Oui. On sait que les Américains sont directement impliqués et ils ont clairement dit qu'ils défendront le Taïwan en cas d'attaque chinoise. Donc, ce qui n'exclut pas qu'en voyant ça, Guélé a dit aux Chinois, venez mettre la pression aussi, il profite de la situation et il les a autorisés à s'installer à Djibouti, à mettre en place leur base militaire et tous les moyens possibles
pour que eux aussi ils puissent mettre la pression sur le détroit de Bab el-Mandeb en cas de guerre. Ils peuvent, dans la situation actuelle et avec une marine, avec la marine chinoise présente à Djibouti, la marine, je veux dire chinoise, ils peuvent facilement bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Oui, en cas de guerre dans le détroit de parce qu'il y a quand même quantité d'exportations chinoises qui passent par ce détroit. Oui, il y a une quantité importante chinoise qui passe par ce détroit, mais si les Américains se mettent du côté de Taïwan, de Tibet, enfin, je veux dire de Taïwan pour soutenir, oui, pour soutenir s'il y a une guerre entre la Chine et le Taïwan, et aussi ils doivent trouver un levier qui leur permet de démontrer qu'ils sont en puissance. C'est une manière de dire, voilà, vous nous emmerdez chez nous, mais nous, on peut créer aussi des problèmes ailleurs et créer une situation de crise au niveau international. Donc, ça leur permettra de débloquer un axe qui permet aussi, qui est très important pour l'Occident, pas que chinois. Les Bab el-Mandeb. Oui, c'est important pour tout le monde, hein. Oui, du monde. Donc, vous le voyez comme un moyen de chantage au cas où les Américains défendraient Taïwan. Exactement, ça peut devenir un moyen de chantage. En plus, dans la lettre du professeur André Frolov, l'article qu'il avait fait, il avait fait allusion à cette affaire en disant que au sud, il y a les Chinois, au nord, il y a la Russie qui voulait s'installer. Il parlait du port de Soudan où le Russe voulait créer, Moscou voulait avoir une base militaire. Ça permettrait, il a dit, à ces deux puissances de contrôler la mer Rouge et de détenir la clé de la mer Rouge. Il avait dit ça en fait. D'accord. Bon. Alors, maintenant, on va parler un peu de cette base de lancement. Pour moi, c'est encore un serpent de mer, mais toutes les annonces officielles font état de la construction d'une base de lancement à Djibouti. Alors, on va lancer quoi? Des satellites? On va lancer des armes de destruction sur la région? On va lancer quoi? Cette affaire, d'abord, tout le monde, ça nous a étonné, nous Djiboutiens, ça nous a étonné, mais voilà, on voyait que toute la presse du monde avait repris en parlant de ça, comme une première en Afrique, mais pour nous, ça nous a étonné. Un pays où les gens ont des difficultés, l'État, je veux dire, le gouvernement ou le régime de guerre n'arrive pas à régler le problème d'électricité, n'arrive pas à régler le problème d'eau, d'alimentation en eau à Djibouti. Et en plus, c'est plus grave quand tu vas vers le nord, à Obok par exemple. À Obok, il n'y a rien. Elle est dans l'état où elle était il y a 100 ans. Rien n'a été changé, rien n'a été fait dans cette région. Mais on nous parle qu'on veut placer dans cette région trois centres de lancement, plutôt 7, c'était 7, voilà. 7 centres de lancement. Or, oui. La Chine ne possède que sur son sol que 3 centres de lancement. Donc, un centre de lancement, ça coûte cher. Il faut de l'entretien, il faut des ingénieurs, il faut beaucoup de choses. Donc, pour obtenir autant de centres, 7 centres de lancement sur le sol djiboutien, ça, pour nous, ça nous paraissait tout ça bizarre en fait. Farfelu, oui. Farfelu, oui même. Parce que l'Europe ne dispose qu'un seul centre de lancement qui est à Guyane, au Guyane. Toute l'Europe dispose d'un seul centre, alors que Djibouti est un petit pays qui s'est dit qu'il n'a rien du tout, qu'elle n'arrive pas à payer ses dettes, 300 millions, elle n'arrive pas à payer. On nous raconte qu'elle va créer 7 centres de lancement sur son sol. Tout ça a été farfelu. Donc, en y cherchant, en y travaillant, en se renseignant, on a compris que ces centres n'appartenaient pas d'abord à Djibouti. C'est tout à fait faux. On nous disait que Djibouti a fait une joint frontière avec une société Hong Kong ou Singapour, un truc comme ça, de Hong Kong plutôt. Mais en réalité, ces centres n'appartenaient pas à Djibouti. Djibouti donnait le terrain simplement aux Chinois, à une société chinoise qui allait construire ces centres de lancement. Donc, pourquoi les Chinois ont besoin de créer des centres de lancement sur le sol djiboutien alors qu'eux-mêmes ils ont un pays grand comme 2 fois l'Europe et où ils peuvent créer toutes sortes de centres de lancement. En réalité, quand la seule solution qui est sortie de cette affaire, c'est que
il y a un traité des Nations Unies qui interdit en fait l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique comme à des fins militaires en fait. Donc, Oui. donc il y a, la Chine est signataire. Toutes les puissances du monde ont signé, presque tous les pays du monde, bah, je vais dire pas presque, mais une centaine de pays ont signé dans le monde. Mais Djibouti ne fait pas partie des pays signataires de ce traité de l'ONU. Donc, rien Rappelons qu'il y a à n'empêche. peu près 180 pays dans le monde. Oui, À peu près 180, suivant les, exactement. Il y a suivant les 110 ou techniques. 100, voilà, il y a 107, 110, quelque chose comme ça, de pays qui ont signé dans le monde ce traité. Djibouti Et ne fait pas Djibouti partie n'a de. pas signé. Oui, Djibouti n'a pas signé ce traité, donc rien ne l'empêche d'utiliser l'espace extra-atmosphérique à des fins militaires, c'est-à-dire placer des lasers puissants qui permettront de détruire sur le sol des bateaux ou des missiles dans l'air. Rien ne Oui. l'empêche d'installer des missiles dans l'espace euh, ou sur la ligne. Donc, ce que nous avons compris, c'est que pourquoi la Chine injecte autant d'argent sur un pays qui n'arrive pas à régler le problème de l'électricité de sa population, pourquoi elle a besoin à créer des centres de lancement des satellites. C'est en fait il y a le projet à des fins, il sera utilisé à des fins euh, militaires sous prétexte que c'est Djibouti. On fait comprendre à l'international que c'est pour Djibouti, mais en réalité ça n'appartient pas à Djibouti. Djibouti, si elle a la capacité de financer des projets de lancement des satellites, elle devait d'abord payer la dette chinoise. Donc, Oui. ça coûte des milliards. Ces projets coûtent des Oui. milliards. Et Pourquoi elle n'a pas puis, payé la dette chinoise? non seulement il faut de l'argent, mais il faut aussi des capacités techniques extraordinaires que n'a pas le Exactement. pays. Exactement. Si Ismaël D'accord. Omar était capable, voilà, de financer ces projets, c'est qu'il a de l'argent pour payer la dette chinoise. Donc, ça revient, nous revenons à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une dette chinoise? Djibouti doit payer, a encore des dettes auprès de la Chine? Non. Moi, je ne crois pas qu'il y a, ces dettes n'existaient pas. C'était un leurre. En fait, on nous trompait, on nous faisait croire ça, mais en réalité, Djibouti n'a aucune dette envers la Chine, je crois. Il n'y a pas ça, en fait. Le temps nous l'apprendra, mais moi, je pense que ça, parce que ça n'a aucun sens que Djibouti finance des bases de lancement qui vont coûter des milliards et que de l'autre côté, on nous dit euh, Djibouti n'arrive pas à payer la dette chinoise. Alors, est-ce que ça ne serait pas une manière de rembourser la dette chinoise? Parce Oui, qu'il c'est faut une payer manière de son plan. rembourser. Oui, oui, comme vous le dites, c'est une manière de rembourser la dette chinoise en transformant Djibouti en satellite, comme une satellite de la Chine en fait. Comme à Voilà. l'époque de l'ex-IRSS, il y avait des pays satellites de l'ex-IRSS qui ont beaucoup contribué je veux dire, à l'hégémonie de l'IRSS à l'époque. C'est en quelque sorte les mêmes choses qui se passent actuellement. La Chine est en train de se créer des pays satellites et Guélé s'est proposé d'être le premier des satellites chinois en fait. D'accord. Alors, ça nous amène à une chose. Quel est l'avenir pour Djibouti? Les opposants prétendent un retour à la démocratie, etc. Si c'est un pays satellite de la Chine, je vois mal comment on pourra retourner à la démocratie. En fait, ceux qui pensent à ça, je vais dire, c'est des opposants qui rêvent en fait. Vu la situation actuelle, nous serons obligés de passer par les cases de la guerre en fait à Djibouti. Nous serons obligés de passer parce que avec l'évolution de la situation dans laquelle où nous sommes, en plus, il ne faut pas oublier qu'Ismaël Omar a commencé à faire des réunions, je veux dire, avec les militaires, c'est des réunions claniques. Il a tenu 2 réunions, une à la présidence, et il avait invité à cette réunion que les officiers de son clan. Donc, il Oui. prépare une situation un peu comparable à la Somalie. C'était à l'époque ce qui s'est passé avec Ziad Barre quand il était en mal en point les dernières années. Ziad Barre, il avait commencé à s'entourer des gens de son clan. Et c'est les mêmes choses qui commencent à se passer à Djibouti. On me parlait aujourd'hui, j'ai pas encore vérifié cette information, mais on m'a parlé aujourd'hui que 69 soldats qui étaient en poste à Doumera
on demandait à ce qu'on le déplace ailleurs, quoi, on l'affecte ailleurs parce qu'ils disaient qu'ils sont là depuis 2 mois et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on doit se préparer à la guerre, alors que de l'autre côté érythréen, ils ne voient rien du tout. Donc là, on les a dit, on a compris, le régime de Djibouti, le régime de Guelleh s'est soucié que ces militaires partent dans la rébellion et commencent à aller des côtés de l'Érythrée. Et il les a donné un congé de 2 semaines à chacun. Et dès qu'ils ont arrivé, dès qu'on a récupéré leurs armes et qu'ils ont arrivé chez eux chacun, il y a la police qui les attendait chez eux en fait. Et on me dit qu'ils ont actuellement à Gabot. On va vérifier cette information, mais la personne qui m'a donné, c'est quelqu'un de sérieux. Je crois que c'est fort possible avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est curieux parce que quand même, quand on regarde Djibouti, où les choses, comme vous l'avez dit en début de cette interview, les choses se savent finalement. C'est difficile de cacher quelque chose à Djibouti. Il y a plein d'éléments où on ne sait pas où sont passés les gens. exactement. On ne sait pas. C'est quand même très curieux ça. Oui, oui, il y a beaucoup de... Il y a des disparitions. Oui, il y a des disparitions des enfants, il y a des disparitions de responsables politiques, il y a beaucoup de choses qui se passent, oui. Ça, tout le monde le sait en fait. Simplement, il y a personne qui ne veut dire directement, qui ne veut pointer directement le responsable, mais tout le monde sait où passent ces gens-là. On sait que c'est le régime djiboutien à Djibouti. C'est impossible qu'on nous fasse raconter qu'il y a des forces extraterrestres ou qui sont venus d'ailleurs, qui ont tué quelqu'un ou récupéré ça. C'est possible à Djibouti. Quelqu'un s'est fait tuer, un responsable politique militaire s'est fait tuer, c'est le régime djiboutien. Il y a pas une autre force ou une autre organisation qui mette en danger la sécurité de la population djiboutienne. Et pour plusieurs raisons. Donc, il y a aussi une autre rumeur qui reste à vérifier aussi depuis hier et avant-hier à Djibouti. On nous parle de rébellions afars qui se préparent du côté de l'Éthiopie. Donc, on nous parle de centaines de combattants. Donc, à mon avis, c'est un projet de guerre simplement. Il n'y a pas, moi, je me suis renseigné auprès de l'opposition. Il n'y a aucune organisation de l'opposition qui m'a confirmé préparer une rébellion de l'autre côté. Donc, si c'est pas l'opposition djiboutienne qui prépare cette rébellion, c'est guerre, c'est dire, il essaye de faire comprendre aux Occidentaux que si lui il quitte le pouvoir, il y a une clash clanique qui peut éclater à Djibouti, c'est-à-dire entre Afar et Issa. C'est ça qu'il essaye de faire comprendre aux Occidentaux. Oui. Et c'est lui qui prépare, comme d'habitude. Je voudrais rebondir là-dessus. Guelleh n'est pas éternel, il vieillit et théoriquement, c'est son dernier mandat, constitutionnellement, mais ça peut s'arranger. Il peut encore en faire un, mais il va un jour quitter la scène politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Djibouti? Est-ce qu'on va vers la Somalie, vers un État comme la Somalie, enfin d'un endroit, ou est-ce que quelqu'un de son clan va reprendre le pouvoir? En fait, on ne va pas à une situation à la Somalie. Si Guelleh quitte le pouvoir, il y a beaucoup de chances que Djibouti va dans le bon sens parce que la population, au niveau de la population djiboutienne, il n'y a pas cette haine ou il n'y a pas le même haine qui y avait en Somalie entre eux, malgré qu'on ait des grandes communautés ethnies, Afar et Somalie. Il n'y a pas c'est le régime qui maintient cette haine, mais au niveau de la population, quand ils discutent, ils veulent vivre en fait. C'est un peuple qui veut vivre et qui veut oublier ses histoires, mais c'est le régime qui les maintient ça, qui maintient cette. Et quand vous parliez de guerre, vous parlez de guerre entre qui et qui? Oh, ben, je veux dire que l'opposition est obligée de passer par la case de guerre, par la case des armes pour oui, des armes pour chasser Guelleh parce que actuellement Guelleh est en train de se barricader avec l'aide des Chinois. Il est en train de mettre en place, quand il tient une réunion avec des gens, des officiers de l'armée de son clan, c'est pour dire voilà, je me suis préparé à la guerre et j'ai à côté de moi la Chine. C'est ça qu'il est en train d'essayer de nous dire. Et il ne veut pas partir aussi. Il a commencé à faire circuler une information. Il y a même des vidéos, je veux dire, des théâtres audiovisuels qui ont été faits depuis quelques jours par des propagandistes du régime qui disent que Guelleh doit changer la constitution.
parce que la Constitution dit qu'à 74 ans, après, arrivé à 74 ans, il ne pouvait plus se porter candidat. Donc maintenant, ils disent qu'il doit changer la Constitution. Donc, ça prouve que Guelleh s'est préparé à rester par toutes les manières, en fait, par tous les moyens. D'accord. Donc vous n'êtes pas très optimiste, au fond. Non, 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 non. L'opposition sera obligée à Djibouti de passer par le casse des armes si on veut chasser Guelleh du pouvoir. Il n'y a que cette solution avec Guelleh parce que Guelleh ne veut rien écouter, ne veut rien entendre. Euh, il y a aussi la pression internationale veut beaucoup jouer. Ça aussi, ça peut beaucoup jouer. Il y a beaucoup de dossiers contre Guelleh au niveau international. Il suffit que le pays qui bloque, j'en sais qu'il y a des pays qui bloquent ces dossiers, comme les dossiers aux Nations Unies sur la connivence avec ou le livraison d'armes à Al-Shabaab. Ça, c'est un dossier lourd. Il y a beaucoup de pays, c'est des pays occidentaux qui bloquent encore ça. On sait, il y a ce dossier a été fait depuis longtemps. Il y a dernièrement la guerre à Las Anod. Ils ont prouvé, la population de Las Anod ont fourni des preuves concrètes aux experts des Nations Unies comme quoi Djibouti livrait des armes dans cette guerre. Oui. C'est pas des paroles, en fait, ils ont livré des caisses où c'était bien marqué Djibouti, où il y avait les munitions, tout, qu'ils ont réussi à capturer. J'en ai quelques-uns, je peux vous l'envoyer. Ils m'ont envoyé quelques-unes. Je l'ai eu. Voilà, donc là, il y a aussi ce dossier qui a confirmé que Guelleh était directement impliqué dans la guerre en Somalie, qu'il faisait des livraisons des armes. Et il y a le dossier Borrell, juge Borrell, qui est aussi un dossier lourd et que on sait qui bloque ces dossiers. Tout le monde sait que c'est pas Ismaël Omar qui bloque. On sait qui bloque ces dossiers. Ça allait aboutir depuis longtemps. Et il y a aussi les dossiers, les massacres d'Arhiba et de Buldoko, qui sont devant le Cour pénal international. Il y a suffisamment de quoi mettre la pression sur Guelleh, mais voilà, il y a des pays occidentaux qui bloquent tous ces affaires, tous ces dossiers-là, en fait. Si ces pays lâchent Guelleh, moi je sais que la pression internationale pourra facilement l'affaiblir. Mais de toute façon, je crois qu'ils seront obligés à partir de 2024. Quand la France saura que Guelleh, on n'a plus besoin d'elle à Djibouti, je crois que certains pays vont réfléchir et prendront une décision, voilà, je veux dire. Quand vous parlez de rébellion, d'action armée, il n'y a que le Frut qui est armé actuellement. Il y en a d'autres? Non, il y a que Fluide qui est armé, mais tout le monde, tous ceux qui veulent qu'il y ait un changement dans ces pays, ils doivent passer par cette case. Avec Guelleh, on est obligé de passer par cette case parce qu'il n'y a pas une autre solution avec Guelleh. Donc ça sera avec le Frud. Oui, oui, en fait, oui, oui, ça dépendra de la situation et des accords qui aura lieu, qui aura entre le parti de l'opposition, en fait. Bon, pardon de vous demander d'être un devin. Vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Nous pouvons essayer d'imaginer ce qui se passera, mais au fond, nous n'en savons rien. Au fond, nous ne savons rien, voilà, mais nous faisons que des analyses, en fait. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie.